Bonjour à tous. Alors, nous allons attendre encore quelques instants que tout le monde arrive. Donc, je vois que les gens se connectent au fur et à mesure. Et on va commencer d'ici une petite minute. Allez, on va commencer. Hop. Tac. Voilà. Et c'est parti. Donc, bonjour à tous. Merci à vous d'assister à ce webinaire proposé par SR Instruments et ses partenaires sur le thème des alternatives au gaz vecteur hélium. C'est un sujet qui est très vaste et on peut l'appliquer depuis longtemps à la GC et à la micro-GC. Mais aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les alternatives disponibles à celui-ci et aux applications disponibles en thermodésorption couplée à la GC et à la GC MS. Je suis Jérémy Dotal, responsable des ventes chez SR Instruments, et je suis basé au siège de SRA à Marcy-l'Étoile, situé dans l'ouest de Lyon. Je suis accompagné aujourd'hui donc de Laure Paquet, travaillant chez notre partenaire LNI Swiss Gas, spécialiste des générateurs de la marque pour les territoires français. Ce webinaire est enregistré et vous recevrez à la fin de celui-ci un email avec le replay disponible pour le regarder à nouveau si vous êtes arrivé en cours ou bien pour le transférer à vos collègues en interne. Dans le menu du webinaire, il y a une section questions qui vous permettra de poser toutes vos questions par écrit et un temps sera dédié à la fin de ce webinaire pour pouvoir y répondre. Donc, au programme de ce webinaire, donc tout d'abord une rapide présentation des partenaires de ce jour. Ensuite, Laure nous présentera le fonctionnement et les avantages des générateurs d'hydrogène de la marque LNI Swiss Gas. J'aurai ensuite le plaisir de vous présenter la toute nouvelle gamme de Marques dédiée à un usage multigaz, puis de vous illustrer tous ces avantages au travers de cas très concrets et populaires, tant en tant que gaz vecteur qu'en tant qu'échantillon pur. Et donc à la fin, une question-réponse pour répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, on met à l'honneur deux partenaires. Donc tout d'abord, notre partenaire Marques, société anglaise spécialisée dans la préparation d'échantillons dans le domaine de l'analyse des COV, notamment grâce à sa technologie propriétaire de thermodésorption. Le second, LNI Swiss Gas, qui quant à elle se focalise sur la génération de gaz et aussi leur dilution via des appareils très technologiques. Il existe donc une synergie très forte entre ces deux sociétés que SR Instruments distribue sur le territoire français depuis plusieurs années, puisque l'une va produire ce que l'autre va consommer. Mais avant toute chose, un petit sondage pour mieux vous connaître et savoir et mieux connaître ceux à qui nous nous adressons aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à y répondre rapidement. Et je vais ensuite couper ma caméra et passer la main à Laure.
Donc bonjour à tous, je suis Laure Paquet, je représente la filiale française du groupe LNI, je suis basée en Île-de-France. Je suis dans la négoce et l'entretien de générateurs de gaz depuis plus de 20 ans, donc je peux vous répondre à toutes vos questions d'ordre technique et commercial sur nos produits, quels qu'ils soient. Alors, un peu d'histoire, LNI est né en Suisse, d'où le nom, LNI Suisse Gaz, en 1905. LNI veut dire la nationale industrie pour ceux qui se posent la question, un nom typiquement suisse. On a commencé dans l'industrie des montres, puis on s'est spécialisé dans les régulateurs de pression et les bus soniques. Maintenant, LNI Suisse Gaz est une société avec plus de 100 employés, où les produits sont à 100% confectionnés dans nos différentes usines, que ce soit de l'électronique à la programmation. Nous n'utilisons pas d'entreprise extérieure et maîtrisons totalement notre technologie. Donc voilà un petit peu la répartition, notre répartition dans le monde. Nos sites de production, alors dans le monde, nous avons une présence mondiale, mais nous avons aussi des sites de formation répartis sur plusieurs sites. Nos 3 sites de production sont situés bien sûr en Suisse pour les mélangeurs et calibrateurs de gaz, en Italie pour tout ce qui est générateur et en Pologne pour la partie paillasse et caisson insonorisant. Bien sûr, nos différents sites répondent aux différentes normes de qualité standard. Nous avons aussi en Suisse un labo accrédité pour les mesures de débit et pouvons proposer des certificats ISO 17025. Nous avons, ça c'est la présentation globale, par rapport aux générateurs d'hydrogène qui nous intéressent au niveau de ce webinaire. Nous avons une large gamme de générateurs d'hydrogène, alors aussi bien des modules de paillasse, mais aussi des modules rack pour des applications mobiles. Alors, nous avons des modèles basiques et pro, comme vous pouvez voir, pour répondre en termes de spécifications à vraiment tout type d'application. Le modèle basique va en général jusqu'à 10 bars de pression et le débit est limité à 700 millilitres minute. Le modèle Pro peut aller jusqu'à 16 bars en option, mais il va en général jusqu'à 12 bars en standard. La qualité annoncée est de 6.0 ou 7.0, comme vous pouvez voir. Ça se réfère à la teneur résiduelle en oxygène. Et la différence profonde entre le modèle basique et pro est liée plutôt à la méthode de séchage utilisée pour sécher l'hydrogène après l'électrolyse. Certains modules peuvent intégrer un module d'R0, c'est-à-dire qu'on rajoute un catalyseur, mais ce catalyseur doit être externalisé, enfin doit avoir un compresseur pour l'alimenter. Le plus petit débit est donc de 120 millilitres minute. Là, c'est pas expliqué parce qu'il y a écrit basique, débit max par exemple 600, mais on a des modèles à 120 millilitres minute, 250, 350, etc. Et le plus gros débit par module est de 4 litres minute. Alors, nos générateurs peuvent être mis en cascade, déjà pour augmenter la capacité de débit. Si vous prenez 2 HG Pro 1500 que vous mettez en parallèle, vous aurez 3 litres minute en sortie. Et ils se répartissent le débit de manière équitable. D'accord. Cela permet d'avoir un backup, parce que quand on a des installations critiques où on doit toujours avoir du gaz, si on double le système, le mode parallèle permettra de partager les débits, mais aussi s'il y a une alarme quelconque sur un générateur qui se met à l'arrêt, le deuxième prendra le relais. Voilà. Donc, ils fonctionnent tous sur ce principe. Alors, on va aller un peu plus dans la technologie. Comme ça, vous savez à peu près comment nos systèmes marchent à l'intérieur. Alors, c'est un schéma très simplifié qui fait le parcours de l'eau. Et on a la cellule d'électrolyse au milieu qui permet de séparer l'hydrogène de l'oxygène. Donc au départ, on met de l'eau ultra pure dans un réservoir.
Notre réservoir a une capacité unique de 3 litres. Cette capacité est presque entièrement utilisée car le générateur se mettra en préalarme de niveau bas seulement quand il est à 200 millilitres. Donc, on a vraiment une capacité utile en eau qui est assez importante et cela vous permet de travailler presque une semaine sans avoir à remplir régulièrement le réservoir. Le réservoir a un traitement spécial. L'eau, l'eau y est contrôlée en continu avec un conductimètre. Donc, une fois que l'eau est mise dans le réservoir, il faut bien sûr utiliser de l'eau déminéralisée, distillée. Pourquoi? Parce que pour avoir de l'hydrogène pur, il faut de l'eau pure. C'est un des facteurs au niveau du générateur que si l'eau elle n'est pas pure totalement, elle n'est pas supérieure à 10 mégomes, vous avez plein d'ions qui viennent interférer et qui viennent dégrader la qualité de l'eau, de la cellule et les éléments à l'intérieur. Donc, c'est vraiment capital de mettre de l'eau pure dans le générateur. D'accord? Il y a des ions qui sont critiques et qu'il ne faut pas mettre, comme les ions chlorure. Donc, à chaque fois que vous utilisez de l'eau, c'est mieux d'avoir un système d'eau ultra pur. À partir de là, nous avons une pompe à eau. C'est une pièce qui permet une meilleure circulation de l'eau à travers la cellule pour éviter toute surchauffe et en fait une meilleure circulation de l'eau dans l'ensemble du générateur. Cette eau est filtrée et donc la cartouche filtrante et déionisante que vous avez ici est un filtre qui est fait d'une résine spéciale qui évite le développement des micro-organismes et évite que l'eau se dégrade trop vite et se recharge en ions. Tout ça pour protéger la cellule. Donc la cellule d'électrolyse, c'est 2 plaques métalliques. À l'intérieur, il y a une membrane en PEM, en polymère. Et donc, on applique un courant entre la cathode et l'anode qui va séparer l'hydrogène et l'oxygène. Donc, c'est le principe d'électrolyse banal. Or, comme vous le savez, même avec ce principe, quand on forme de l'hydrogène, il y a une molécule d'eau qui suit. On n'est pas à 100% fabriqué de l'hydrogène sur la cathode, on est plus de l'ordre de 98%. Et au niveau de l'humidité de l'eau, on a encore 2% d'eau qui suit. Donc, c'est pour ça qu'on passe sur une étape qui s'appelle la GLS, qui est Gas Liquid Separator. C'est un système qui fonctionne un peu comme les WC. C'est-à-dire que le niveau d'eau et d'hydrogène vont être dans cette petite capacité à droite. Alors, je sais pas, ici. Il y a une petite bille qui est dans le fond. Le niveau d'eau va monter. La petite bille va venir au niveau de ici, cette plaque verte qui est un infrarouge. Et quand le générateur va la détecter, elle va ouvrir cette électrobanne pour évacuer l'eau. D'accord? Donc, en fait, l'hydrogène qui ressort, il y en a une partie qui va être évacuée et qui va revenir dans le circuit d'eau. Et l'autre partie va aller vers la technologie pour sécher l'hydrogène, parce qu'on garde toujours des traces d'humidité en sortie de cette GLS. Donc, c'est à ce moment-là qu'on sépare nos deux modèles, le basique et le pro, par rapport à la technologie de séchage. Le basique va avoir un sécheur statique qui est une espèce de Nephion. Donc, on va éliminer l'humidité par effet de vitesse et la membrane du Nephion va capter l'humidité et va l'évaporer. Et donc, ça, c'est la technologie du basique. Et pour la technologie du pro, nous avons un sécheur PSA avec 2 colonnes d'alumine. Pendant qu'une colonne génère de l'hydrogène pur, l'autre colonne se régénère. C'est ce qu'on appelle un système PSA.
Ce système PSA, on peut atteindre un point de rosée de moins 75 degrés, donc ça veut dire une quantité d'eau proche de 1 ppm par volume, alors que la technologie Onefion, qui est une technologie un peu moins stricte, parce que c'est juste par effet de... c'est la membrane, c'est l'eau qui s'en va par la membrane, on a un point de rosée qui va à moins 25 degrés, ça représente vers 500 ppm par volume d'eau. Donc, c'est pour ça que quand on utilise un mode basique, souvent, on préconise de mettre en sortie du générateur un piège à humidité parce que pour des petits débits, ça va, mais comme je vous ai dit, à chaque fois que 5 molécules d'hydrogène sont formées, une molécule d'eau suit. Le petit débit, petite quantité d'eau, gros débit, grosse quantité d'eau. Donc, le mieux, c'est de mettre un piège à humidité en sortie. Voilà. En gros, comment fonctionne un générateur d'hydrogène. J'espère que j'ai été assez claire par rapport à tout ça. Notre système est assez exclusif au niveau de la maintenance parce que le filtre, comme je vous ai dit, celui qui est fait d'une résine spéciale, qui évite le développement de micro-organismes, c'est un filtre qui se remplace en 5 secondes, tous les 6 mois. Il n'y a pas besoin d'arrêter le générateur. On le déclipse, on le tire, on met le nouveau et c'est reparti. Et il a un filtre en argent inclus pour éviter toutes les proliférations d'algues et qu'il soit bouché par des proliférations de micro-organismes et aussi pour filtrer l'eau des impuretés si jamais il y a quelque chose de la poussière qui est tombée dans le réservoir. Même si le réservoir est bien protégé, on ne sait jamais, il y a toujours des inconnus. Alors, notre système est aussi bien pour tout ce qui est qualité, si vous avez le management de la qualité, parce que tous les paramètres sont enregistrés, le démarrage, la production d'hydrogène, la mise sous tension. Toutes les alarmes sont aussi enregistrées. Vous avez un exemple à droite de l'historique que l'on peut voir sur un générateur. Les alarmes et préalarmes avec le début et la fin de l'événement. On a aussi toutes les mises à jour de logiciels qui peuvent être faites à distance ou sur site. Alors, pourquoi choisir un générateur de gaz plutôt que des bouteilles? On élimine tous les inconvénients liés aux bouteilles par rapport au remplacement des bouteilles qui peuvent être lourdes, dangereuses pour la sécurité, au problème d'approvisionnement et aussi de sécurité. Donc, il y a une régularité. On a un approvisionnement avec un générateur de gaz avec une qualité constante et un débit constant. Il n'y a pas d'impureté de fond de bouteille. On n'a pas besoin de plus surveiller, monitorer les chutes de pression au niveau de la bouteille avant d'échanger. Il n'y a pas de risque de contamination après le changement de la bouteille parce que vous mettez la ligne à l'air libre et donc la maintenance d'un générateur est quand même assez réduite. Comme je vous l'ai expliqué, vous avez le filtre qui se change tous les 6 mois et après vous avez des conseils de remplacement qui sont sur la pompe parce que la pompe à eau, forcément, elle ouvre et elle fait circuler l'eau, donc elle se fatigue au bout d'un moment. La GLS aussi c'est de l'électronique, peut être remplacée au bout de 3 ans. Et la partie séchage, il y a des pièces qui peuvent se remplacer. Voilà, il y a un faible coût de fonctionnement quand même si on regarde par rapport à une installation de bouteille. Oui, on reprend un petit peu la manipulation, par rapport aux bouteilles, la manipulation de bouteilles lourdes peut constituer un risque pour la santé des travailleurs. Les bouteilles sous pression présentent un risque potentiel d'explosion. Si jamais il y a une chute, vous libérez 5000 litres d'hydrogène comme ça dans l'atmosphère très rapidement. Donc on atteint plus vite la limite d'explosion. Les gaz inertes, bien sûr, présentent un risque d'asphyxie en cas de fuite. Et
Et le taux d'explosivité peut être plus important avec des bouteilles qu'avec des générateurs. Donc on vous a fait juste un petit exemple de bouteilles VS le générateur. Donc pour un petit laboratoire, une bouteille contient 50 litres. Et s'il y a une libération du contenu de 25, on dépasse directement la limite inférieure d'explosivité. D'accord? Alors que pour un générateur, celui-ci mettra plus d'un jour à atteindre cette capacité d'explosion parce qu'il produit en continu juste une certaine quantité. Il ne va pas libérer tout d'un coup 25% de la capacité et sous pression. Là, on est à 1500, à 1,5 litres minute, à 10 bars, ou 12 bars, je ne sais pas, ça dépend comment vous l'avez réglé. Et donc, si la pièce est totalement étanche, ce qui n'arrive pratiquement jamais, parce qu'on a toujours au niveau des fenêtres une évacuation, il y a toujours une clim, l'hydrogène se faufile de partout. Il faudrait attendre un jour avant d'obtenir une situation défavorable. Voilà. Au niveau de la sécurité, les générateurs ont plein de protocoles intégrés. Donc, il y a le contrôle automatique et régulier de 20 paramètres, dont la GLS, les ventilateurs, la pompe à l'eau, l'eau au niveau du niveau d'eau, la qualité, tout ce qui est alimentation électrique, le statut du sécheur, la cellule, les communications. On a des alarmes de sécurité quand il y a une fuite interne, une fuite externe, une surpression, des problèmes de débit, etc. Si vous avez besoin d'avoir en plus pour la sécurité, nous proposons un module qui est une sonde d'hydrogène qui mesure en continu l'hydrogène dans la pièce ou dans le four. On a aussi un truc, une sonde spécifique. Et cette sonde permet d'arrêter automatiquement les générateurs quand on a atteint la valeur pré-réglée. Souvent, nous, on met 2%. On règle à 2% pour que le générateur, enfin, la sonde arrête automatiquement les générateurs pour que le client puisse vérifier s'il a une fuite quelque part sur sa ligne ou dans sa GC. Voilà. Donc très sécurisé. Vous pouvez avoir plus d'informations sur notre site internet, sur le détail des produits, etc. Vous pouvez nous écrire sur info@lniswissgas.eu. Merci à tous d'avoir été présents et j'espère que j'ai été assez complète. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires à la fin de la session. Merci à tous. Je redonne la main à Jérémy. Bien sûr. Hop là, je reprends la main. Merci Laure. De rien. Hop là. Donc rapidement, un nouveau petit sondage pour mieux connaître le type de gaz que vous utilisez dans votre laboratoire. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, nous allons désormais passer à la partie concernant la thermodésorption. Mais tout d'abord, quelques petits rappels sur ce qu'est la désorption thermique. Eh bien, c'est une technique d'introduction de l'échantillon disponible pour la GC et la GC masse. Elle permet l'extraction et la préconcentration d'espèces organiques volatiles ou semi-volatiles. La TD est une technique bien établie dans le monitoring environnemental, mais elle est aussi utilisable dans d'autres applications, sans compter celles qui apparaissent chaque jour en fonction des nouvelles tendances du marché. La TDGCMS peut être utilisée pour la caractérisation des produits de consommation du quotidien, le profilage aromatique en agroalimentaire ou bien en parfumerie. Mais on la retrouve également dans tout ce qui est applications militaires et de défense. Alors, pourquoi et quand utiliser la thermodésorption? Donc, l'un des bénéfices majeurs de la thermodésorption, ça va être son apport de sensibilité, ce qui est extrêmement important si on souhaite analyser des ultratraces. Prenons par exemple un tube de thermodésorption, qui est l'approche la plus communément utilisée. Donc ici, on va prendre un échantillon d'air de 100 litres que l'on va faire passer sur le tube qui contient
plusieurs adsorbants. Les molécules vont venir se fixer sur les adsorbants par affinité, et l'air, la matrice, va être évacué quant à lui par la pompe. Le tube est ensuite chargé sur le système de TD et va être désorbé grâce à seulement quelques centaines de millilitres en direction du piège froid, qui lui est refroidi à moins 30 degrés par effet Peltier et qui contient lui aussi plusieurs adsorbants. Enfin, durant la dernière étape, celle de désorption, les analytes vont être très rapidement désorbés depuis le piège froid jusqu'à la colonne via une ligne de transfert chauffée. Alors, comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur? Donc, afin de schématiser, nous allons prendre le cas concret donc, du même tube de thermodésorption, mais ce principe va être le même appliqué au canister, au sac Tedlar ou pour de l'analyse en ligne. Donc, durant la première étape, donc le tube TD va être chargé dans le système, donc soit à la main, soit via un passeur automatisé pour plus de facilité. Le tube va être chauffé et une pression de gaz vecteur va être appliquée au tube de manière à avoir un débit contrôlé. Le sens du débit est très important et va être à l'opposé du sens de prélèvement du tube. C'est pourquoi il y a toujours une flèche sur les tubes indiquant le sens de collecte. Les analytes sont ainsi désorbés en direction du piège froid. Durant ce transfert, un ratio de split peut être appliqué pour ne pas saturer le système en cas de très forte concentration en présence. Cette fraction non injectée peut être soit envoyée à la poubelle, soit sur un tube de TD propre pour un usage ultérieur. Durant la deuxième étape, le piège froid est rapidement chauffé jusqu'à 100 degrés par seconde, de manière balistique et de manière backflush, c'est-à-dire dans le sens également inverse au sens duquel il a été chargé. Cela nous permet l'usage de plusieurs natures d'adsorbants au sein du piège froid et des tubes, ce qui permet un usage plus large de l'instrument. On peut avoir jusqu'à 4 adsorbants présents dans le piège froid, de manière à ce que l'échantillon traverse les adsorbants en partant du plus faible jusqu'au plus fort. Ainsi, les espèces les moins légères seront piégées par les adsorbants les plus faibles et les espèces les plus légères par les adsorbants les plus forts. Donc, grâce au backflush et durant la désorption, les analytes parcourent le chemin en sens inverse en évitant de faire passer les analytes lourds sur les adsorbants forts. Tout ceci permet d'avoir une injection de qualité avec une haute finesse de pic et de travailler sur une large gamme d'analytes. Pendant cette étape de chauffage balistique, l'échantillon allant depuis le piège froid vers la colonne GC peut être splitté afin de ne pas saturer la colonne. Cela permet aussi de recollecter l'échantillon sur un tube TD propre afin d'effectuer plus tard une éventuelle validation de méthode, une nouvelle injection dans des conditions différentes ou bien pour l'archivage de l'échantillon. À part cette fonctionnalité de recollecte, pourquoi est-ce que l'on connecterait un TD au GCMAS? Donc, premièrement, comme on l'a dit, c'est sa capacité à pouvoir préconcentrer les composés présents à de très faibles concentrations, permettant ainsi leur détection. Il existe de nombreuses manières d'échantillonner en TD, et ceci avec un minimum de préparation d'échantillons. C'est une technique hautement automatisable, diminuant ainsi le risque d'erreur humaine. Elle ne nécessite pas non plus de solvant, ce qui va nous épargner donc du temps de manipulation et de l'argent. Elle possède un mode dit d'overlap qui permet de commencer la préparation de la désorption de l'échantillon suivant, alors que le run GC de l'échantillon actuel est toujours en cours, ce qui va nous permettre du coup un gain en productivité. La technique TD-GCMS peut être utilisée pour identifier et confirmer la présence d'analytes, ce qui est particulièrement utile dans le cadre d'échantillons inconnus, grâce aux comparaisons effectuées entre la mesure des spectres de masse et les bibliothèques disponibles commercialement. Et donc maintenant, en janvier 2021, et pour la première fois au monde, une gamme d'instruments TD complète a été optimisée et certifiée pour être alimentée par tout type de gaz vecteur. Donc Marques est vraiment très fier de pouvoir présenter cette nouvelle gamme qu'ils ont appelée Multigas. Multigas parce que cette gamme est certifiée configurable en gaz vecteur hélium, mais aussi en hydrogène ou bien en azote. Et c'est vraiment quelque chose d'unique.
vous retrouverez toutes les fonctionnalités Marquez déjà existantes au sein de cette extension multigas. Donc, on a les passeurs de tubes, les passeurs de canister, les passeurs de sac Tedlar, le Cori pour éliminer l'humidité, et également la fonction Air Server pour pouvoir analyser également de l'hydrogène pur en toute sécurité. Marquez est ainsi le premier et seul fabricant de TD à avoir fait certifier de manière indépendante la capacité à pouvoir utiliser l'hydrogène en tant que gaz vecteur au même titre que l'hélium ou l'azote. Concrètement, des raccords différents, beaucoup plus étanches, ont été utilisés pour justement éviter les fuites d'hydrogène potentielles. Également, au niveau de tout ce qui est régulateur, des matériaux différents ont été utilisés. Et enfin, une optimisation logicielle a été apportée pour prendre en compte les différences entre l'hydrogène et l'hélium, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que Marquez a-t-il développé ces instruments? Donc, comme évoqué auparavant, l'hélium est le gaz vecteur le plus utilisé au monde, mais il n'est pas renouvelable. Les prix n'arrêtent pas d'augmenter, tandis que sa disponibilité se tarit, avec la crainte de pénurie potentielle susceptible de générer l'arrêt de certains laboratoires. Il est donc nécessaire de s'adapter et d'être prêt à transitionner vers des alternatives plus durables. L'hydrogène et l'azote sont tous les deux utilisables désormais en gaz vecteur pour l'analyse GC. On peut les générer au sein du laboratoire, et ce, sans discontinuité. Ils sont du coup donc très faciles à générer et peuvent être utilisés dans des laboratoires satellites qui vont être plus près de l'échantillon à analyser. Donc, il y a également beaucoup d'autres bénéfices que nous allons illustrer via des cas d'études très concrets. Donc, le premier cas étudié va être celui des semi-volatiles avec l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP. Donc, les HAP sont largement reconnus comme étant un groupe très toxique et persistant dans l'environnement, avec des propriétés cancérigènes et mutagènes. Ils sont formés par une combustion incomplète des matériaux comme le charbon, l'essence ou le bois. Ils sont donc largement présents dans les environnements industriels ou urbains. Il existe des centaines de HAP connus, mais 16 d'entre eux sont désignés comme étant des polluants dits de haute priorité par l'Agence de protection environnementale américaine. Historiquement, l'analyse de ces molécules requérait un travail laborieux, utilisant une préparation d'échantillons, mettant en œuvre des solvants qui peuvent, à leur tour, compromettre ou réduire la qualité de l'analyse. La désorption thermique a résolu ces challenges. Les solvants furent éliminés et la préconcentration apporta un boost en sensibilité nécessaire pour atteindre les concentrations les plus basses. Marquez avait déjà publié une note d'application sur l'analyse des HAP, où l'on observait un temps d'analyse GC de 25 minutes en gaz vecteur hélium. Vous pouvez remarquer l'excellente forme de pic et la résolution de ces 16 HAP. Après un transfert de méthode vers le gaz vecteur hydrogène, le temps d'analyse a été réduit à 17 minutes sans compromis sur les séparations, tout en conservant une excellente forme de pic. De plus, l'optimisation concerna aussi la méthode de thermodésorption, et il fut démontré que le temps de désorption pouvait être réduit, quant à lui, de 25 minutes à 15 minutes en gaz vecteur hydrogène, tout en conservant le même taux de recouvrement de 100%, comme on peut le voir en haut à droite. Donc tout ceci représente une réduction du temps de cycle de 35% sans modifier d'autres éléments du process, et en gardant la même colonne GC. Donc tout ceci représente une belle augmentation de productivité, ce qui signifie que vous allez pouvoir analyser plus d'échantillons chaque jour, notamment grâce au mode overlap disponible sur la vanne brevetée Marquez, ce qui va du coup entraîner un gain potentiel en génération de revenus. Pour cette méthode HAP, on peut désormais injecter 18 échantillons supplémentaires par jour comparativement à l'hélium. Donc si par exemple l'analyse vous rapporte 100 €, cela représente 1800 € de revenus supplémentaires par jour. Multiplié pour chaque jour de fonctionnement, ça va aller très vite.
Et ça, c'est sans prendre en compte l'économie liée au passage au gaz vecteur hydrogène, qui est moins onéreux. Mais alors, qu'en est-il de la sensibilité? Est-elle affectée? La réponse courte, c'est non. Comme vous pouvez le voir, avec quelques exemples affichés ici, la forme des pics est toujours satisfaisante, même pour des niveaux à 0,6 picogrammes déposés sur la colonne. Après la calibration, et avec l'extrapolation des ratios de signature-bruit, on peut calculer les limites de détection et de quantification. Pour des prises d'essai allant à 480 litres, ces limites sont décrites dans le tableau affiché ci-joint, avec une LOQ maximale à 0,077 nanogrammes par mètre cube et une LOD maximale à 0,023 nanogrammes par mètre cube. Donc c'est ce qui est tout à fait comparable par rapport à ce que Marques obtenait déjà dans la note d'application réalisée en gaz vecteur hélium. Donc cela démontre bien l'absence de perte de sensibilité sans faire de compromis sur la qualité de la donnée, tout en utilisant un gaz vecteur alternatif. La seconde étude couvre l'analyse du suivi des polluants, appelé aussi Air Toxics. Ces composés ont une large gamme de volatilité, partant du propène à l'hexachlorobutadiène ainsi que le naphthalène, et va inclure aussi des espèces polaires et apolaires. Ils sont monitorés dans de nombreux environnements urbains et industriels comme étant des marqueurs de la qualité de l'air. Il existe de multiples méthodes décrivant cette mesure, dont la référence américaine est la dénommée TO17. Elle décrit l'usage d'une pompe pour aspirer l'air sur des tubes TD, et la méthode spécifie une liste de critères d'exigence à respecter, notamment comme la détection de faibles concentrations ou encore la gestion de l'humidité en présence. Des critères habituellement atteints avec les produits Marques. Par exemple, la heated valve, le cœur de l'instrument, a été spécifiquement designé pour cet usage, autorisant une pré-purge ainsi qu'une étape de séchage qu'on peut introduire durant la séquence analytique. Donc cela va permettre d'éliminer les interférences comme l'air ou l'eau avant que l'échantillon n'atteigne le GC-mass. Et ça peut aussi du coup étendre la durée de vie de votre détecteur. Donc, ici, une analyse à 10 ppb d'un standard de TO17. Donc, pour rappel, c'est un mix de composés à la volatilité très large, incluant des alcanes, des alcènes, des oxygénés, des halogénés et des aromatiques. Dans cette étude, encore une fois, la méthode est transposée depuis l'hélium vers l'hydrogène. Et donc, sur le même standard, on observe une réduction du temps d'analyse de 23 à 14 minutes, soit 40%. Le tout en conservant une excellente forme de pic, une résolution et un profil typique de TO17. Et donc, du coup, on va également avoir un gain en productivité donc, grâce à cette réduction de temps. Et donc, on va pouvoir réaliser chaque jour 24 analyses supplémentaires. Et est-ce qu'on atteint les critères requis par la méthode en gaz vecteur hydrogène? Oui. Donc, on a une belle forme des pics sur toute la gamme d'espèces, même à la plus basse concentration de 0,25 ppb. Ce point étant en dessous de la courbe de calibration décrite par la TO17. Ici, quelques composés clés sur les Extracted Ion Chromatograph pour confirmer le maintien d'une forme de pic satisfaisante. Si l'on regarde les limites de détection décrites par les critères de la méthode, on a en moyenne des LOD qui ne sont pas significativement différentes quand on les compare à l'hélium sur un mix de 65 COV. Sur ce graphique, en forme de barre, vous pouvez voir la diversité des espèces et toutes les LOD sont inférieures à celles requises selon les critères en gaz vecteur hydrogène, soit sous les 0,5 ppb. Donc là, on voit la limite que doivent atteindre la LOD, et donc du coup, on est bien en dessous. D'autres critères de la méthode sont la linéarité et la répétabilité pour être sûr que les analyses soient bien quantitatives. Ces deux paramètres sont atteints en gaz vecteur hydrogène. Ici, on a un R carré supérieur à 0,995, ainsi qu'un suivi des RSD et des surfaces, des temps de rétention et des facteurs de réponse relatifs qui sont tous dans les critères de la TO17. Ici, un autre test a été réalisé, c'est celui du suivi
de la recollecte pour vérifier le recouvrement des analytes et déterminer si une réaction d'hydrogénation n'a pas eu lieu pendant la thermodésorption. Donc ainsi, on va injecter le contenu d'un tube en GCMS et on va recollecter sur un tube propre la fraction qui n'a pas été envoyée sur la colonne. Et ce, de manière consécutive 5 fois. On perd donc un peu d'échantillon à chaque recollecte, car l'autre fraction a été injectée. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, les résultats expérimentaux produits correspondent aux valeurs attendues décrites par la théorie, ce qui démontre que pour ces espèces, il n'y a pas eu de réaction non désirée entre les molécules et le gaz vecteur hydrogène à haute température. Réaliser une recollection, c'est recommandé pour tout développement de méthode. Cela vous permet de vérifier certains paramètres comme l'effet mémoire, la contamination croisée, les artefacts liés aux adsorbants vieillissants, la contribution du système et les réactions non désirées. Donc c'est une étape clé pour produire une méthode robuste telle que demandée par les normes ISO. Donc ici, par exemple, si l'hydrogénation aurait eu lieu, on aurait eu un graphe de ce type en vert avec une déviation vis-à-vis de la décroissance attendue. Donc on aurait une décroissance bien plus rapide et on aurait eu également l'apparition d'une production de composés nouveaux. Donc comme on l'a vu dans la précédente slide, aucune hydrogénation n'a été constatée, les résultats obtenus sont exploitables et votre méthode peut donc être considérée comme étant robuste. Pour rester sur le sujet des COV par analyse de tubes, une autre méthode mise en avant, donc c'est une norme chinoise, la GB 50325, qui décrit une analyse TDGC-FID en gaz vecteur azote, ici, donc qui peut être aussi obtenue par un générateur de gaz LNI. Donc la GB 50325, c'est une mesure obligatoire dans le cadre de la construction d'habitations, ainsi que pour la décoration d'intérieur. Elle comprend 15 composés cibles, allant de l'hexane à l'hexadécane. Les datas ainsi produites sur un appareil Marquès démontrent des formes de pics satisfaisantes, une excellente linéarité et une précision, ainsi qu'un carry-over inférieur à 0,45%. Les LOD obtenus sont situés entre 1,3 et 2,1 nanogrammes par litre, bien en dessous des 50 nanogrammes par litre exigés. Donc ces résultats sont donc satisfaisants et l'étude de recollection réalisée sur 10 réplicas était aussi satisfaisante. Il n'y a donc pas de réaction engendrée par le système analytique et l'analyse est donc quantitative. Un troisième cas d'étude concernant l'analyse des précurseurs d'ozone. Donc les stations de monitoring des précurseurs d'ozone forment un réseau originellement mis en place pour atteindre les objectifs du Clean Air Act. Donc on retrouve ces stations aux US, en Europe, en Chine et en Asie du Pacifique. Donc les objectifs de cette loi sont régulièrement réévalués, mais le principal objectif, ça va être de déterminer une corrélation entre la présence de précurseurs d'ozone et les mesures météorologiques afin de développer un modèle mathématique et pouvoir déceler des tendances. Donc spécifiquement à la technique TD-GCFID, les objectifs sont de monitorer 59 composés, et ce, chaque heure et sans arrêt. Ici, c'est une étude réalisée avec le partenariat du département d'environnement de New York. Ils ont réussi à obtenir une excellente séparation des pics sur toute la plage de composés, depuis l'éthane séparé sur une colonne plot jusqu'au dodécane séparé sur une colonne type DB1. Le tout en utilisant un thermodésorbeur Marquès de type CIA Advantage, donc avec un traitement inerte et un chauffage de tout le parcours de l'échantillon, avec un système Cori pour retirer l'humidité, couplé à un GC-FID double colonne, opéré en gaz vecteur hydrogène, généré par un générateur de gaz. Un prélèvement est réalisé chaque heure et une séparation complète est réalisée avec un système donc dans le four du GC de type DIN switch avec 2 colonnes.
Donc on a une première colonne qui va séparer les légers des lourds, par exemple, et ensuite on va envoyer chaque fraction soit directement sur une colonne plot, soit sur une colonne BP1, donc totalement apolaire. Donc pour avoir deux séparations différentes sur la même injection. Durant ce monitoring de l'air, la stabilité des temps de rétention est essentielle pour prévenir une mauvaise identification des pics. Donc en utilisant le CORI et sa gestion avancée de l'humidité, les composés d'intérêt sont totalement séparés avec un retour à la ligne de base. Comme vous pouvez le constater, la séparation critique des trois molécules cibles, donc le 2,3-diméthylbutane, le 2-méthylpentane et le 3-méthylpentane, est correctement réalisée. Quand on analyse les précurseurs d'ozone, il existe également un intérêt tout particulier pour le pic d'acétylène, qui peut avoir tendance à traîner si le système est contaminé ou si l'eau est mal éliminée. Donc en zoomant sur le pic et en regardant toutes les injections, les standards, les blancs, les échantillons, sur une période de 1 mois entier, dans la zone la plus impactable par l'humidité, on doit un petit peu ouvrir la fenêtre d'identification de l'acétylène, parce que ça bouge un petit peu, mais on reste sur une fenêtre de 0,2 minutes, soit 12 secondes. Pour les autres molécules, les fenêtres sont réglées à 0,1 minute ou moins, car il y a moins de variabilité. Donc ces collaborateurs de New York ont démontré la stabilité des temps de rétention sur plus de 748 heures d'injection sur une période de 1 mois, allant de juin à juillet 2020. Donc tout ceci démontre que les critères de cette méthode, la stabilité des temps de rétention, les séparations critiques, la gestion de l'eau, peuvent être confortablement atteints grâce à la gamme multigas. Le fonctionnement sur le terrain en toute autonomie est assuré grâce au gaz vecteur hydrogène obtenu via générateur. Donc non seulement cela rend plus consistant l'approvisionnement en gaz, mais aussi en baissant les coûts pour le labo, ainsi que son empreinte carbone. Et l'appareil, du coup, est bien prêt pour le futur. Justement, direction le futur, avec ce quatrième et dernier cas. On s'intéresse ici à l'analyse de l'hydrogène et ses impuretés pour l'utilisation destinée à la mobilité de demain. Donc l'hydrogène, ça peut être une solution intéressante qui est en train d'émerger pour le stockage de l'énergie, ce qui du coup offre un potentiel de réduction de la quantité de CO2 émise par des sources d'énergie fossiles. Il y a cependant des challenges quant à l'adoption de l'hydrogène liés aux potentielles impuretés présentes lors du chargement du véhicule. Ces contaminants pouvant provenir de toute la chaîne d'approvisionnement peuvent causer des dégâts au niveau de la pile à combustible du véhicule, réduisant ainsi sa durée de vie, pouvant même jusqu'à aller produire de nouveaux polluants, ce que l'on souhaite justement éviter. Fort heureusement, la qualité de l'hydrogène est déjà bien régulée par de nombreuses méthodes officielles, à l'écran quelques-unes. Elles décrivent le monitoring des polluants connus, comme les soufrés, les halogénés et les aldéhydes. Et donc la TD, couplée à la GC-MAS, permet l'analyse de nombreux composés et d'abaisser encore une fois les limites de détection. Donc ici, le système AirServer, pour faire de l'analyse en ligne, donc la version multigas, accompagnée encore du sécheur CORI, va être équipé de 3 canaux d'échantillonnage, donc un pour l'échantillon, un pour le standard et un pour le blanc. Et donc ça va être utilisé pour analyser un sac contenant de l'hydrogène. Donc il faut bien utiliser un sac multifilm pour être sûr que l'hydrogène ne s'échappe pas des sacs comme les sacs Tedlar habituellement utilisés. Donc le contenu du sac va être aspiré via une pompe compatible hydrogène à un débit contrôlé grâce au mass flow controller intégré et situé après le piège froid, évitant ainsi toute contamination. Donc le CORI, il est ici essentiel pour ces analyses afin d'éviter les interférences liées à l'humidité, notamment pour les molécules très volatiles, type soufré, oxygéné et monoterpène. Donc si on s'arrête rapidement sur les molécules les plus légères et donc éluer rapidement, on a ici une comparaison de chromatogrammes obtenus à 0 et 50% d'humidité relative. On retrouve un profil chromato similaire avec une réponse et des temps de rétention robustes indépendamment du taux d'humidité. Donc cela démontre bien l'utilité du module CORI et la qualité de l'inertie de l'instrument, même pour les espèces les plus réactives, comme les soufrés ou les mercaptans.
La reproductibilité des temps de détention est présente ici. Elle est excellente pour toutes les molécules. Et en bas, on a les pics obtenus avec une prise de seulement 20 ml, satisfaisant, même à la plus basse concentration mesurée. En résumé, ces études de cas démontrent que vous pouvez obtenir un gain de productivité avec une chromatographie plus rapide, ainsi qu'une meilleure efficacité de la désorption. Une sensibilité équivalente est obtenue entre l'hélium et l'hydrogène. Nous sommes bien en conformité avec les méthodes régulées, forme des pics, LOD, linéarité. L'usage de la recollection est toujours disponible en hydrogène pour valider les méthodes ou la vérification du recouvrement. Et enfin, la possibilité d'analyser de l'hydrogène pur en toute sécurité. Résumons les bénéfices de la gamme multigaz. Donc, l'hydrogène et l'azote sont des gaz renouvelables et peuvent être générés directement dans votre laboratoire, éliminant ainsi l'usage des bouteilles, leur livraison, entraînant une réduction de l'empreinte carbone de votre laboratoire. L'usage d'un générateur apporte du confort, une arrivée constante de gaz, sans réseau fuyard, sans oublier de changer la bouteille et de devoir couper son GC-mass en urgence, sans manipulation de bouteilles lourdes et sous pression, en somme, moins de stress. On obtient un gain en productivité, comme on a pu le voir. Le prix de l'hélium ne fait qu'augmenter dû aux ressources se tarissant et à la demande qui, elle, explose. En basculant à l'hydrogène, vous ferez donc des économies significatives. L'usage d'un générateur élimine les coûts cachés liés aux locations, livraisons, remplissage des bouteilles. Et dernièrement, afin d'être prêt pour demain et de ne pas être pris au dépourvu, même si vous travaillez en hélium aujourd'hui, avec la gamme multigas, vous pourrez basculer demain en hydrogène sans avoir à changer de machine. Donc pour rappel, Marques est le seul fabricant à avoir développé une gamme dédiée et à l'avoir fait certifier, donc ne vous y trompez pas. Ainsi, est-ce que vous considéreriez étudier la transition vers ce gaz vecteur hydrogène? N'hésitez pas à me le faire savoir via le petit sondage. Donc voilà, cette présentation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Laure et moi ferons de notre mieux pour y répondre. Alors j'ai une question de Nicolas. Donc, quelles précautions à prendre avec un générateur concernant la sécurité? Donc, Alors, avant que Laure aborde ce point durant sa présentation, donc Laure, est-ce que tu peux nous repréciser un petit peu les sécurités disponibles pour justement s'adapter à l'usage du gaz vecteur hydrogène? Bah, tout à fait. En fait, un générateur, c'est un système qui est quand même assez autonome, qui a plein de protocoles de sécurité. Alors peut-être que j'ai déjà répondu à la question avec les présentations des différents tests qui sont faits régulièrement par la machine. Donc, elle vérifie en général toutes les pièces différentes qui existent dans le générateur pour voir si elles fonctionnent normalement. Après, au niveau de la sécurité, on gère un plus petit volume de gaz dans un générateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité finalement de gaz à l'intérieur du générateur, c'est vraiment une formation en continu, d'accord? Donc on ne stocke pas de gaz. Bien sûr, vous avez la GLS qui a une toute petite capacité de 2 millilitres, on a le sécheur qui a une toute petite capacité aussi, mais il n'y a pas de risque lié à la sécurité par rapport à ce produit. Après, on peut optimiser en rajoutant une sonde d'hydrogène dans l'environnement du générateur qui, elle, peut arrêter le générateur en cas de fuite. Mais après, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ok, non, c'est clair. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quelle est la fiabilité de ces générateurs? Si défaillance, qu'est-ce qui se passe? Plus d'analyse sur tous les analyseurs équipés. Oui, c'est ce que j'ai expliqué. Nous avons la possibilité de mettre nos systèmes en mode parallèle, en mode cascade.
Donc, de doubler le générateur, c'est vrai que s'il y a la moindre alarme, parce qu'il y en a, par exemple, si votre réservoir est en train de se vider et que vous n'avez pas fait attention, le générateur va se mettre en préalarme, va vous dire attention, le niveau d'eau est bas. Et si c'est par exemple pendant le week-end, vous continuez à utiliser le générateur et qu'il n'y ait plus d'eau dans le générateur, il va se mettre en alarme et arrêter la production. En pré-alarme, il continue de fonctionner, en alarme, il s'arrête. Donc forcément, pendant les week-ends, il n'y a pas forcément du monde pour re-remplir le réservoir et il se met en alarme, ça arrête totalement le générateur. C'est pour ça qu'on propose souvent de doubler l'installation et de mettre en parallèle deux générateurs. Ils se partagent comme ça le débit. Et s'il y en a un qui se met en alarme, l'autre prend le relais et continue de fonctionner. C'est une des méthodes. On a le mode parallèle qui est automatique dans nos générateurs. Après... Ok, c'est clair, Laure. Très bien. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Je vais rapidement... Ah, une dernière question. Est-ce que la quantité d'hydrogène utilisée par le GC sera la même que la quantité d'hélium? Alors, pour répondre à ça, en fait, quand vous passez du gaz vecteur hélium au gaz vecteur hydrogène, il y a toujours une petite optimisation de méthode pour justement prendre en compte la différence de viscosité, la différence de séparation qu'on peut avoir entre les molécules en gaz vecteur hélium et en gaz vecteur hydrogène. Donc, il y a toujours une petite optimisation de méthode à faire. Donc, les quantités ne sont pas les mêmes identiques, mais elles sont très proches. Et du coup, on va aussi peut-être utiliser moins d'hydrogène puisque l'analyse va durer moins longtemps. Mais au final, l'hydrogène généré par un générateur de gaz, ça va être uniquement la consommation d'eau et ce n'est pas très, très onéreux. Quel est le budget à prévoir pour un générateur? Donc pour cela, il faut vraiment définir en amont la qualité du gaz souhaité, le type de gaz que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez un ou deux gaz? Si vous voulez de l'air zéro, est-ce que vous voulez un compresseur associé? Quelle pression maximale il vous faut? Quel débit maximal il vous faut? Donc pour cela, il faut vraiment faire une étude de votre besoin pour pouvoir ensuite taper dans la gamme associée. Mais grosso modo, c'est entre 6 et 12 000 selon votre besoin. Donc, c'est très, très large, quoi. Et pour ça, on pourra en discuter en détail, vous et moi, monsieur Cazares. Quel débit de production faut-il afin de savoir combien d'analyseurs on peut associer? Alors, encore une fois, voilà, il faut vraiment déterminer votre besoin en hydrogène pour ensuite dimensionner correctement le générateur qu'il vous faut, avec ou sans dédoublement. Aussi, une petite remarque sur les précautions à prendre pour le générateur lié à la sécurité. On peut également, si on le souhaite, placer dans le four du GC une sonde à hydrogène qui va couper l'arrivée de gaz vecteur, donc hydrogène, si on détecte trop d'hydrogène dans le four du GC. Parce que du coup, pour le coup, lui, il est plus étanche que votre laboratoire. Une question pour toi, Laure. Est-ce que l'on peut placer à l'extérieur du laboratoire, sous un abri, un générateur de gaz, ou alors il doit forcément être situé à l'intérieur du laboratoire? Non, désolé, on est obligé, on les met à l'intérieur du laboratoire. Ouais, pour des raisons de température, d'humidité. Il y a trop de facteurs à l'extérieur qui peuvent influencer. Déjà, rien que l'eau. J'avais un générateur au bord de mer et il y avait du sel qui est venu saturer le générateur. On a retrouvé du sel et du sable alors qu'elle laissait juste la fenêtre ouverte à côté du générateur. Donc non, pas à l'extérieur, s'il vous plaît, toujours à l'intérieur. Il y a trop de facteurs influençant l'extérieur.
Ok, c'est clair. Je vais juste afficher nos contacts si jamais les personnes souhaitent nous recontacter. Donc, leur paquet donc, pour tout ce qui va être relatif au générateur de gaz et moi-même pour tout ce qui va être relatif à la thermodésorption ou pour des questions plus commerciales. Donc voilà, ce webinaire est désormais terminé. J'ai plus qu'à vous dire au revoir et puis en vous souhaitant une bonne fin de semaine. Et puis merci à toi, Laure, pour ta participation. Merci à vous.